quelque chose d'intéressant puisque c'est la première fois que la e-santé, donc le numérique appliqué à la prise en charge des patients, entre dans le cadre de recommandations internationales, au même titre que certains médicaments, l'immunothérapie pour certains cancers, etc. Alors ce qui entre dans les standards de soins, c'est ce que l'on appelle la télésurveillance, c'est-à-dire le fait de pouvoir suivre nos patients à distance en les rendant acteurs de leur suivi, en leur mettant à disposition des outils numériques, en général dans les smartphones, avec lesquels ils peuvent communiquer avec l'équipe soignante, leurs symptômes, leurs éventuels effets secondaires de traitement. Donc, une fois que ces applications sont utilisées, des données sont envoyées à l'équipe soignante, et notamment une infirmière de coordination, qui va pouvoir orienter le patient en fonction des besoins et des anomalies rencontrées, et le cas échéant, même anticiper des consultations avec le médecin. Alors, pourquoi est-ce qu'on est venu à mettre le patient finalement au cœur de cette technologie de télésurveillance? Parce qu'en fait, on s'est assez récemment rendu compte que, en général, le médecin avait tendance à sous-estimer les symptômes des patients, et finalement c'était le patient lui-même qui était peut-être le plus apte à évaluer le nombre et l'intensité de ses symptômes, et ça c'est une étude qui avait déjà été publiée en 2010 concernant les effets secondaires des traitements de chimiothérapie, et on voyait avec les traits rouges que globalement, lorsque le patient reportait lui-même ses symptômes au travers simplement d'un tableau papier ou d'outils numériques, et bien globalement on avait plus d'informations que lorsque c'était le médecin à qui on demandait alors le patient qu'est-ce qu'il vous a donné comme information sur ses symptômes. Et globalement, entre le temps qu'a le médecin pour évaluer ses symptômes et le patient qui parfois n'ose pas parler de ses symptômes, eh bien on a une sous-évaluation, d'où l'idée d'utiliser des outils un peu plus puissants pour aller chercher ces symptômes. Et donc on a des informations côté médecin qui sont majeures, puisque là pour le coup, on sait ce qui s'est passé toutes les semaines qui ont suivi, qui ont précédé la consultation, comme si on était passé voir le patient chez lui toutes les semaines, qu'il soit en cours de traitement ou qu'il soit en phase de surveillance. Donc on voit au fil des semaines, il est de bas en haut, on voit des symptômes qui apparaissent sous l'effet ici d'une chimio-immunothérapie, des symptômes qui donnent des alertes rapidement à l'équipe soignante, et l'infirmière va pouvoir organiser des soins de support avec le médecin. Ça permet aussi de détecter des récidives, et pas uniquement des effets secondaires des traitements. Vous avez ici ce patient qui, sur une saisie, indique qu'il a de mal à parler, et donc ça déclenche une alerte immédiate qui permet la réalisation anticipée d'une IRM qui montre une métastase en train d'apparaître. Cette métastase a été opérée dès le lendemain, et donc entre le moment d'alerte du patient et l'éclairage de cette lésion, il y a eu 3 jours, alors que théoriquement le patient devait être vu 3 ou 3 semaines plus tard. Alors c'est e-prox, c'est comme ça qu'on appelle la télésurveillance basée sur les symptômes rapportés par les malades, les e-prox, ont été évalués sur le plan clinique et sur le plan de ce que ressent le patient en termes d'intérêt. On voit dans cette étude, notamment sur plus de 1500 malades, que globalement les patients sont satisfaits. Ils trouvent les questions simples à comprendre, qu'elles sont pertinentes et qu'elles améliorent les échanges avec le médecin. Et en plus, clairement, ils se sentent un peu plus maîtres de leur pathologie, puisque c'est vraiment eux qui sont la source des données. Mais on est allé plus loin dans l'évaluation de l'efficacité de ces outils. Il y a eu 8 études randomisées, donc des études cliniques, comme pour les médicaments, qui ont cherché à évaluer l'efficacité sur la survie, sur la qualité de vie et sur la réduction des symptômes du fait de l'utilisation de ces outils de télésurveillance. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré avec ces 8 études? Que finalement, ces outils réduisaient les effets secondaires et les symptômes induits par les traitements. Ces outils améliorent significativement la qualité de vie, parfois même la survie globale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils permettent ces outils d'augmenter ce qu'on appelle la dose d'intensité des traitements. C'est-à-dire que quand on est suivi par télésurveillance, on a une dose de traitement administrée qui est souvent plus élevée et plus longue, parce que les effets secondaires sont mieux gérés. C'est ce qui, bien sûr, contribue à l'amélioration de la survie et de la qualité de vie, puisque si les traitements sont maintenus à bonne dose plus longtemps, ils ont plus de chances d'être efficaces. Alors, bien sûr, quand on met en place cette télésurveillance, il y a toute une organisation des services à mettre en place, on en a parlé, l'infirmière de coordination, etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les outils qui sont utilisés pour suivre ces patients avec des cancers et des effets secondaires du traitement, ces outils génèrent pas mal d'alertes. On considère que 34% des patients suivis par ces outils génèrent chaque semaine une alerte.
Près d'une alerte sur deux n'est pas pertinente. C'est-à-dire que l'infirmière, en recevant l'alerte, finalement, ça c'est voilà, quelque chose qui est récurrent depuis des semaines. C'est ce qu'on appelle une fausse alerte ou un faux positif. Le temps médian des alertes, le temps que passe l'infirmière de coordination à gérer une alerte est moins de 5 minutes, donc en général c'est plutôt rapide. Mais bien sûr, pour gérer ces alertes, qui évidemment sont proportionnelles au nombre de patients suivis, plus on a de patients, plus on a d'alertes, avec cette télésurveillance, c'est bien globalement, il faut prévoir une infirmière de coordination qui va recevoir ces alertes et les gérer. Un temps médical du médecin référent dédié, on considère qu'une heure de médecin faisant de la télésurveillance permet de suivre 150 patients. Et bien sûr, il faut prévoir les backups, c'est-à-dire en cas de vacances, la médecin prend le relais des alertes et une infirmière. Tout ça a un coût qui n'est pas négligeable, et on va le voir dans l'objet d'être financé par des forfaits qui sont en vote actuellement, enfin qui seront en vote dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour financer les infirmières dans les établissements et le temps médecin. Évidemment, avec les périodes actuelles où il y a une certaine carence en personnel soignant, l'implémentation de cette télésurveillance est un peu plus compliquée, parce que s'il n'y a pas d'humain derrière, la technologie ne sert à rien. Alors, plus récemment, cette année, il y a eu des données récentes sur cette télésurveillance qui ont été rapportées au Congrès américain de cancérologie, qui confirment encore une fois de plus leur intérêt à ces outils. D'abord, il a été fait une étude qui comparait l'usage de l'outil seul versus outils plus une infirmière de coordination et des protocoles de prise en charge bien planifiés. On est content de se rendre compte que c'est mieux d'avoir la totalité du procédé, c'est-à-dire une application de télésurveillance, mais aussi une infirmière et des protocoles bien fixés, ce qui tord le bras à l'idée que les patients sont mieux suivis avec une machine ou de la technologie seule. C'est totalement faux, et ça vient d'être démontré. L'humain, l'infirmière de coordination est le cœur de la prise en charge par télésurveillance. On a aussi essayé de regarder si les patients qui étaient télésurveillés utilisaient régulièrement leur outil. En théorie, c'est chaque semaine qu'on doit remplir cet outil. Donc si c'est chaque semaine, sur un an, ça fait 52 fois. Et globalement, dans la vraie vie, et pas uniquement dans les études, dans la vraie vie, on est à peu près 75% d'utilisation, c'est-à-dire que les patients en moyenne utilisent 3 semaines sur 4, ce qui est suffisant pour avoir un bénéfice. Il a été aussi évalué les réductions des coûts de prise en charge générés par ces outils de télésurveillance. Et globalement, ça c'est sur plusieurs sites américains, et bien le fait de télésurveiller des patients en cours de traitement par chimiothérapie, immunothérapie, réduit de 15% les coûts d'hospitalisation. Pourquoi? Parce qu'on évite aux patients d'être hospitalisés avec ces outils, on détecte plutôt les effets secondaires potentiellement graves qui pourraient déboucher sur l'hospitalisation. Alors on les détecte avant, et donc le coût a été estimé à 3 millions d'euros, enfin de dollars d'économie par an sur 13 centres, avec un coût d'installation de 350 000 dollars, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est euro-dollar, et globalement, c'est 10 fois plus efficace de faire de la télésurveillance que de ne pas en faire sur le plan économique. Et enfin, une autre étude a montré que le fait d'utiliser de la télésurveillance permettait d'allonger la durée des traitements, avec près de 12% de patients en traitement en plus à 3 mois, donc moins d'arrêt intempestif de traitement. Alors, tous ces éléments ont permis de réaliser ce qu'on appelle les recommandations internationales de télésurveillance qu'on a rédigées et publiées il y a quelques semaines. Ces recommandations, en fait, elles visent à dire pour quel patient, quelle indication et avec quel outil on doit faire cette télésurveillance. Donc, globalement, quel patient bénéficie de la télésurveillance? C'est tous les patients avec un cancer et essentiellement, d'ailleurs, ceux qui ont des pathologies plutôt avancées et on va le voir parce qu'ils sont en cours de traitement. C'est-à-dire que ces outils ont vraiment montré une preuve implacable, avec ce qu'on appelle un niveau de preuve de 1A, qui est le plus élevé en termes de niveau de preuve d'efficacité, pendant les traitements. En théorie, à terme, un jour, tous les patients en cours de traitement par chimiothérapie, immunothérapie, hormonothérapie seront suivis ou devront être suivis par cette télésurveillance. Il est aussi indiqué que ces outils peuvent être utiles après les traitements dans la phase de suivi, c'est-à-dire la phase où on cherche à détecter des complications ou des rechutes. Le niveau de preuve est un peu moins élevé, mais néanmoins il est assez haut, de sorte que c'est aussi une recommandation de proposer ces outils aux patients qui ont des cancers à haut risque d'événements, comme des rechutes. Ça peut être aussi intéressant pour réaliser des soins de support et en situation de soins palliatifs. Ensuite, quel logiciel il faut choisir? Alors il y a quelques règles. Il faut que le logiciel ait un marquage CE de classe 2A. Bon, ça ne dit rien, mais en tout cas ça suggère que le logiciel est passé par toutes les arcades en termes de protection des données et de validité
Il faut aussi privilégier une appli qui permet de suivre tous les cancers. Et pas uniquement le cancer du rein ou une appli avec une autre appli pour le cancer du foie, etc. Il y a des applications qui permettent de suivre avec un outil tous les cancers et aussi tous les traitements. Donc c'est évidemment cela qu'il faut privilégier parce qu'on ne va pas s'amuser à ouvrir 50 applications pour un malade, et puis y compris un malade, ouvrir 3 applications, une pour le suivi de ce cancer, une autre pour le suivi de l'immunothérapie, etc. Et puis bien sûr, il faut que le logiciel ou l'éditeur de ce logiciel soit sécurisé, qu'il n'y ait pas une alerte grave de sécurité et que idéalement l'outil soit interopérable, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec le dossier informatique de l'établissement. Donc la télésurveillance a un niveau de preuve élevé, qui est plus élevé en e-santé dans tout le domaine du numérique en santé, avec 8 études randomisées positives. Donc on a ces premières recommandations qui vont devenir à terme opposables, c'est-à-dire obligatoires. Ensuite, on a quand même le problème des patients qui n'ont pas accès à Internet. C'est 30% de la population. Et là, il y a des outils qui permettent de faire bénéficier de cette télésurveillance. Le premier, ce sont des robots téléphoniques d'intelligence artificielle. En gros, là, pour le coup, il faut juste avoir un téléphone à la maison. On se fait appeler, on décroche. Un robot bien fichu, pas un truc comme les robots de salle d'attente. Va poser des questions au patient. Le patient va répondre naturellement. Et les données seront envoyées à l'infirmière qui rappellera le patient s'il y a des anomalies. Ça fonctionne bien, mais les patients aiment bien. Mais il y a bien mieux. Et le bien mieux, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Ça n'existe pas encore, mais c'est en cours de négociation. C'est le fait de faire passer des infirmières au domicile des patients qui n'ont pas accès à Internet. Et c'est l'infirmière, avec sa plaquette, sa tablette graphique, qui va pouvoir interroger le patient et remplir les éléments avec lui. Donc ça, c'est très important, ça marche très bien. Les patients qui sont isolés numériquement, qui n'ont pas accès à Internet, sont ceux qui bénéficieront le plus de la télésurveillance. Parce que quand on est isolé du numérique, en général, on est isolé du reste. Donc il faut bien sûr que ces organisations soient financées, des actes à l'infirmier à domicile, des actes qui payent les infirmiers et les médecins dans les établissements de santé. On a le problème des effectifs de personnel de santé actuellement, donc ça c'est une limite actuelle. Il faut évaluer en vie réelle l'impact réel de ces outils, donc vérifier qu'on a les mêmes bénéfices dans la vraie vie que dans les études, donc ça c'est en cours. Et puis les autres spécialités, que l'oncologie, vont être aussi impactées par ces recommandations, c'est en cours, notamment en cardiologie, l'électrologie, le sommeil, la psychiatrie, où on est en train de montrer qu'on a les mêmes bénéfices qu'en cancérologie avec ces outils de télésurveillance. Et bien sûr, il y a la problématique de l'enseignement de la e-santé, parce que les médecins ne sont pas encore formés, le personnel de santé n'est pas encore suffisamment formé à la e-santé. Et l'autre problématique est celle de l'évaluation de ces outils, lesquels sont fiables, efficaces. Et c'est là-dessus que l'Institut national de la e-santé intervient pour justement favoriser l'enseignement de la e-santé, donc peut-être qu'on va le faire, auprès des étudiants en médecine, en santé, mais aussi auprès des professionnels déjà en activité, donc c'est ce qu'on appelle la formation continue. Ce qui est intéressant, c'est que le numérique en santé rentre maintenant dans le cadre obligatoire du développement professionnel continu, c'est-à-dire que ça va rentrer dans les éléments à enseigner absolument, y compris après avoir fini sa formation initiale. L'autre élément, c'est que cet enseignement est un enseignement moderne, bien sûr, 2.0, c'est-à-dire que c'est un enseignement asynchrone. On accède aux cours quand on veut, d'où on veut. Si on a un quart d'heure par-ci par-là, on peut accéder à des modules courts d'enseignement, sur des enseignements qui sont quand même assez longs, puisque globalement, sur ce qu'on développe avec le CNAM, on est sur la formation courte de 30 heures pour s'initier à l'e-santé, et puis la formation plus complexe, spécialisée en e-santé, c'est 63 heures. Donc ces enseignements iront en mars 2023. L'INES fait aussi du mentorat, accompagne les bonnes idées des startups avec des experts qui permettent de leur faire gagner du temps dans leur développement clinique et dans leur évaluation des marchés potentiels. Et bien sûr, on les met en relation, ces startups, avec des bonnes idées, avec des établissements de santé ou des cellules de recherche. Et enfin, dernier élément, c'est comment évaluer la qualité et la fiabilité des solutions, des logiciels de télésurveillance notamment, mais tout ce qui est application numérique en santé. Et pour ça, l'Institut est fourni de 22 experts qui vont donner des labels de qualité, et notamment des labels de haut niveau d'évaluation clinique aux solutions qui ont fait leurs preuves avec des études cliniques pertinentes et puissantes. Donc on a établi aussi un score pour qualifier un petit peu comme le Nutri-Score. Vous savez, le Nutri-Score, c'est ce qu'on a sur tous les aliments. C'est vrai que les chips avaient un Nutri-Score C, alors qu'un jus de fruits était un E. Donc en gros, c'est beaucoup plus dangereux de boire un jus de fruits que de manger des chips. Bon, ça, vous étudierez ça vous-même. Donc globalement, on a créé un score avec l'autorité de santé, avec des
des associations de patients, des experts, etc., pour évaluer justement les solutions. Donc voilà comment ça se présente. Alors, il y a une version anglaise et une version française. L'idée, c'est d'évaluer visuellement, de voir rapidement quelle application remplit toutes les cases avec le plus de A possible, que ce soit dans le domaine de l'indication, à quoi elle sert, est-ce que c'est pour faire de la détection de maladies, est-ce que c'est pour faire de la prévention. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les informations d'application. Il y a aussi bien sûr le niveau de preuve clinique, entre autres. Et tout cela fait finalement un score global. Et lorsqu'on a un A, c'est-à-dire qu'on est situé dans les 20% des applications les mieux notées. Donc cet outil calcule aussi la probabilité de remboursement de l'application. Est-ce qu'elle a des chances d'être prise en charge par le bailleur public? On a fait une petite étude rapide sur 68 solutions, et globalement, ce que l'on voit, c'est que la moyenne des 68 solutions est de 11 sur 20, avec des extrêmes à 4,5 et jusqu'à 17 sur 20, et que les 25% des applications les meilleures ont au moins 14 sur 20. Et que seulement 18% des applications qui souhaitent être remboursées ont pour l'instant une probabilité élevée de l'être. Donc on voit qu'il y a quand même du chemin pour que le niveau de preuve soit bon et qu'on puisse prescrire le cœur léger des applications, puisqu'on a vu notamment que 2 tiers des outils évalués n'avaient pas d'évaluation clinique. Donc ça c'est pas possible, on ne peut pas les utiliser. Il y a certains outils où les patients n'ont pas été impliqués dans le développement, donc ça n'est pas non plus à privilégier. Pas de soutien médical sur la pertinence des outils. Il y a des outils par exemple sur le sommeil, aucun spécialiste du sommeil n'a travaillé. Voilà, donc pas de raison que ce soit en tout cas fiable ou efficace. Donc certaines applications n'ont pas du tout d'études cliniques, certaines startups n'ont pas de direction médicale, c'est embêtant, parce que s'il y a des erreurs, personne ne verra. Pas de corde médicale ou scientifique pour certaines, et certaines ont même des alertes sanitaires. Donc on voit qu'il y a quand même des choses à contrôler, mais globalement, la e-santé arrive vraiment en force dans les parcours de soins, parce qu'il y a maintenant vraiment des champions, des applications qui sont incroyables, des casques de réalité virtuelle, comme qui s'appelle PIS par exemple, pour réduire les douleurs liées aux gestes douloureux, il y en a plein d'autres. Globalement, le problème de l'e-santé, c'est qu'elle n'est pas assez enseignée, donc on y travaille avec l'INES. Pas encore assez d'outils à haut niveau d'évaluation clinique, mais le niveau est en train d'augmenter fortement. Il y a déjà des outils absolument exceptionnels, on espère qu'ils seront mis à disposition rapidement des patients, et bien sûr, c'est encore un écosystème très fragile, la e-santé, puisque le modèle économique repose essentiellement sur le remboursement, et que pour l'instant, les applications qui ont été ou sont remboursées tiennent sur le doigt d'une main, alors qu'il y en a près de 300 000 disponibles. C'est pour vous donner la marge entre celles qui sont remboursées et celles qui sont à disposition. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions maintenant ou à la fin des 3? À la fin des 3? Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers collègues. Je suis tout à fait honorée de représenter cet après-midi, en fin d'après-midi, le Health Data Hub à ce colloque. Alors, le Health Data Hub, contrairement à ce que vous pouvez peut-être imaginer en entendant notre petit nom à consonance anglo-saxonne, est bien une mission française, c'est une mission de service public qui a été lancée fin 2019 et donc nous sommes financés par le ministère de la Santé. Et pourquoi le ministère de la Santé a ressenti le besoin de créer notre groupement d'intérêt public, administrativement on est un GIP? Eh bien c'est parce que le ministère s'est appuyé sur 2 constats. Le premier, c'est une palissade. On a la chance en France de générer beaucoup de données de santé, soit à l'occasion d'études à façon où des données sont collectées spécifiquement dans des études de recherche clinique, par exemple, ou pour générer des cohortes. Donc on génère beaucoup de données, mais on génère aussi des données en vie réelle. Les établissements de santé, les professionnels de santé dans leur cabinet ou dans leur maison de santé ou centre de santé, vous utilisez tous maintenant des logiciels pour saisir les informations dont vous avez besoin pour caractériser le patient, le prendre en charge, assurer son suivi. Et on a entendu parler du télésuivi, des dispositifs médicaux connectés qui permettent de collecter des données. Voilà. Donc, en France, comme dans beaucoup de pays, on génère énormément de données.
Et on a un enjeu à utiliser au maximum, essorer ces données, ces bases de données pour produire de la connaissance, faire progresser les connaissances en santé, améliorer la prise en charge des patients. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'était Cédric Villani qui avait fait un rapport en 2017 sur l'intelligence artificielle et il avait identifié que la santé, parmi d'autres secteurs d'ailleurs, était un secteur où il existait déjà des équipes qui développaient des algorithmes d'IA en particulier pour aider à la décision, aider à la surveillance, on va en parler, mais qu'on pouvait faire plus, faire mieux, en particulier si on mettait en commun davantage de bases de données. Voilà. Donc, suite à ces deux constats, le SDADEV a été créé pour justement faciliter l'accès aux données de santé pour la recherche d'intérêt public, faciliter, accélérer pour qu'on aille plus vite et qu'on permette à nos patients, à nous-mêmes, donc potentiellement, de bénéficier des connaissances issues du traitement des données. Alors, pour avancer dans notre mission, on a 4 types d'actions. Je vais, dans le temps imparti, surtout me concentrer sur ce qu'on appelle le catalogue de données pour lever un petit peu le voile sur, à date, l'ensemble de bases de données dont on essaye de promouvoir et d'accompagner l'utilisation. Je terminerai en parlant aussi d'une action qu'on fait qui vise à favoriser, construire une culture des données de santé en France. Et je ne détaillerai pas en revanche 2 autres actions qu'on a. La première, c'est ce qu'on appelle le guichet unique d'accès aux données de santé. Là, les données de santé dont je parle et qui sont à notre périmètre d'action, ce sont des données extrêmement sensibles, ce sont des données individuelles. Je vais en reparler un petit peu après. Les données individuelles en Europe sont extrêmement protégées par le Règlement général de la protection des données, le grand RGPD. Et du coup, une équipe de recherche qui a besoin d'accéder à une base de données individuelle qui contient des informations au niveau du patient doit montrer patte blanche et suivre un petit parcours du combattant administrativo-juridique. Et donc, on accompagne, j'ai des collègues dont la mission est vraiment d'accompagner les équipes de recherche. C'est une manière de faciliter et d'accélérer la recherche que d'aider les équipes à remplir les critères qui permettent de prouver, d'établir que leur étude ne va pas à l'encontre de la protection des patients et que les données sont traitées de manière sécurisée. Donc ça, c'est le guichet unique. On gère une plateforme technologique qui permet en particulier d'héberger des bases de données volumineuses parce que pour développer des algorithmes d'IA, on peut avoir besoin de bases de données très volumineuses. Ces plateformes ne sont pas déployées dans tous les organismes ou chez tous les opérateurs de la recherche en France. Donc on met à disposition ce service. Je ne vais pas le détailler, mais je l'aurais mentionné. Alors, avant de rentrer pour illustrer un peu les projets qu'on accompagne, j'ai choisi de vous présenter ce projet, le projet Hydro. C'est un projet qui est porté par une petite entreprise qui s'appelle Implicity. Implicity collecte des données de pacemakers. On travaille avec les industriels qui développent les pacemakers. Les pacemakers sont des dispositifs médicaux implantés qui enregistrent en permanence l'activité cardiaque. Et il y a déjà dans les pacemakers des algorithmes d'IA qui ont été développés et qui sont implémentés, qui permettent de générer des alertes et d'assurer le télésuivi. Mais Implicity a une intuition que c'est très bien de disposer des données des pacemakers, mais que si, en plus des données de chaque patient équipé d'un pacemaker, il disposait d'informations sur la consommation de soins, les médicaments consommés par le patient, les événements vécus par le patient, en particulier les événements associés à une décompensation cardiaque qui se traduit par une hospitalisation. Donc si la base des pacemakers était enrichie d'autres données, ils pourraient affiner
leur algorithme et en particulier repérer dans l'enregistrement cardiaque des événements annonciateurs quelques jours avant la décompensation d'un problème. Donc c'est ça l'objectif de la recherche qu'ils opèrent avec nous, c'est améliorer l'algorithme d'IA en améliorant la lecture des tracés des pacemakers et on les a accompagnés, c'est en cours, dans l'enrichissement de leur base de données de pacemakers avec des données justement sur la consommation médicamenteuse et l'hospitalisation des patients. Et c'est en cours, on verra si leur intuition est bonne, mais c'est à ce type de travaux, c'est ce type d'études qu'on accompagne et qu'on opère. Alors, le catalogue des données qu'on gère est constitué de plusieurs bases de données. Il y a une base de données qui est extrêmement importante en France. C'est un ensemble de bases, ça s'appelle le Système national des données de santé. Certains en ont peut-être déjà entendu parler. C'est un système relativement ancien, mais dont les usages sont vraiment à développer et on est vraiment chargé aux côtés de la CNAM, l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance maladie, donc le FZAE, on est chargé d'élargir le périmètre des équipes de recherche qui accèdent à ce système de données parce que ce système est très riche. Dans le SNDS, nous avons, c'est une base de données nationale qui intègre la consommation de soins des patients en ville. Alors les acronymes sont incompréhensibles, c'est ce qui est à gauche, c'est ce qui s'appelle le SNIRAM, ce sont les données issues des remboursements de l'assurance maladie. Donc pour les personnes assurées auprès de l'assurance maladie, à chaque fois que sa carte vitale est utilisée, donc ça vous concerne tous, eh bien l'assurance maladie capte des informations sur les soins réalisés, les produits de santé délivrés, et ces informations individuelles sont intégrées dans le SNDS. Les informations sur la consommation de soins en ville sont enrichies des données hospitalières. À chaque fois qu'un patient est hospitalisé en hôpital de jour, en hospitalisation prolongée, quel que soit le champ, la psychiatrie, la CHAD, les établissements de santé assurent un codage qui permet de caractériser de manière résumée, mais c'est quand même mieux que rien, le patient, la pathologie, les pathologies justifiant le séjour et la prise en charge. Et en plus, quand les personnes décèdent, il y a un codage des causes médicales de décès qui est assuré par le ministère. Donc dans ce SNDS, vous voyez que pour un individu, on a le parcours de soins. Donc c'est vrai qu'on a entendu parler de santé intégrative et il manque énormément d'informations. Mais en tout cas, pour tout ce qui est le volet soins, on a la consommation de soins en ville, en établissement de santé, jusqu'à la cause médicale de décès. Donc cette base nationale, on est nombreux en France, elle est extrêmement importante, elle est riche, elle est puissante, elle est déjà utilisée depuis une quinzaine d'années et on est chargé de renforcer son utilisation. Il y a un catalogue, donc cette base elle sert à plein d'études, mais on espère qu'il y en aura d'autres, des études en épidémiologie. Par exemple, Santé publique France calcule des éléments sur l'incidence ou la prévalence de pathologies, on parlait du diabète tout à l'heure. Les indicateurs publics de Santé publique France sur le diabète sont calculés à partir de cette base, ils sont publiés dans leur outil qui s'appelle Géode. Et le SNDS permet de travailler sur l'analyse des parcours de soins, l'évaluation médico-économique des parcours. C'est une base riche. Des équipes l'utilisent, il faut qu'il y en ait davantage. Alors, on travaille, c'est une de nos missions, le SNDS, à enrichir le périmètre des données mobilisables. Il y a une petite liste là, à l'écran, une dizaine de bases de données supplémentaires, des bases issues de la période Covid, les tests, les vaccins, des bases de données qui viennent de registres, qui viennent de cohortes. Par rapport au potentiel et au champ des données en France, on est quand même loin d'être exhaustif. C'est un début, c'est une première version du catalogue et on serait vraiment très intéressé
d'enrichir ce catalogue de données non disponibles très souvent dans les bases, mais dont on sent qu'ils doivent exister chez certains opérateurs, de données justement de médecine complémentaire pour enrichir l'analyse des parcours des patients. Voilà une vue du catalogue. On travaille avec la médecine de ville, on travaille avec l'enrichissement. On espère que vraiment dans les années à venir, il y aura encore plus de bases recensées dans le catalogue et pour lesquelles on facilite l'accès pour les équipes de recherche. Je vais terminer, ça c'était une ouverture sur l'Europe, ce qu'on fait en France, une part extrêmement originale. Aux États-Unis, en Amérique du Nord, au Canada, dans tous les pays d'Europe, il y a cette dynamique d'accélérer, intensifier la réutilisation des données de santé. Et je signale juste qu'il y a un espace européen des données de santé qui est promu par l'Union européenne depuis 2 ans, avec un cas d'usage justement de réutilisation au niveau européen de bases de données qui va se déployer et auquel on contribue pour la France. Je termine juste en mentionnant les actions qu'on mène avec l'écosystème parce que c'est extrêmement technique ces sujets de données, d'utilisation de données individuelles et il y a un enjeu majeur à ce que les usagers, les citoyens, les patients, à ce qu'on soit informés de ce qui est fait. Alors le RGPD oblige à informer les patients sur les données collectées, à les informer sur la réutilisation, mais les formulaires d'information sont souvent très techniques et ceux qui font de la recherche l'ont certainement vécu. Le patient ne comprend pas toujours ce qu'il signe quand il accepte une utilisation de données. Or, il y a un enjeu à ce qu'on comprenne, à ce qu'il y ait de la transparence autour de cette réutilisation des données, à ce que chacun sache que ces données de santé sont utilisées potentiellement pour de la recherche, que les peurs que ça génère puissent être entendues, explicitées, et donc on a une direction citoyenne qui travaille en particulier avec des associations de patients, d'usagers ou d'aidants pour aller identifier des actions d'information et d'association de la société civile à cette vision, à cette construction d'une réutilisation des données de santé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, merci Alain et merci à tous pour cette journée santé intégrative sur laquelle les données de santé, notamment la e-santé, est un élément important. Le professeur Denis et le docteur Lenu ont effectivement parlé de l'importance des données, de la génération des données. L'un des enjeux principaux de ce numérique en santé, de la santé, de la e-santé, et bien sûr de généraliser le partage de données entre les praticiens, les usagers, pour mieux prévenir et mieux soigner. Alors quand on parle de santé intégrative et de prise en charge globale de la santé, ça implique nécessairement le partage des informations entre les différents acteurs. Et lorsqu'on parle de partage de données, comme on l'a bien mentionné, ça implique surtout que ça se fasse dans un cadre qui soit sécurisé, qui soit sécurisant, réglementé, éthique, et qui mettent dans un cadre de confiance à la fois le professionnel de santé, mais aussi et surtout le patient. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose la question des données de santé, et vous l'avez mentionné tout à l'heure également, c'est qu'aujourd'hui on parle de trillions de données qui sont générées tous les jours. Donc on en génère de plus en plus. 90% des données mondiales ont été générées dans les 2 dernières années. Donc vous imaginez la quantité que l'on produit quotidiennement. Et lorsqu'on amène ça aux données de santé, les données générées de santé, donc les données à proprement parler de santé, doublent tous les 73 jours. Donc c'est effectivement aujourd'hui un carburant incroyable pour la recherche et pour l'amélioration des soins. Alors on est nous-mêmes producteurs de données avec nos outils, nos montres connectées,
informations que l'on fournit sur nos applications. Petit aparté, les données qui sont générées par l'IoT, par nos montres connectées, par ces applications, ne sont pas considérées comme des données de santé. Ce ne sont même pas des données personnelles. C'est un petit point à prendre en compte. Alors, lorsque l'on parle de l'enjeu de santé et de l'enjeu du numérique en santé, effectivement, aujourd'hui, le système de santé français est reconnu internationalement comme étant très très bon. Toutefois, il présente un certain nombre de défis. Alors, on parle effectivement des problématiques d'accès aux soins, des certifications médicales, et on ne parle pas uniquement de problématiques d'accès aux soins dans les zones rurales. Aujourd'hui, on est vraiment face à des problèmes d'accès aux soins dans des zones denses et des grandes villes. On parle également de problématiques de vieillissement de population, des maladies chroniques, d'incidence et prévalence de maladies chroniques. Donc ça, c'est des faits généraux. Et quand on le ramène également sur les systèmes numériques, vient également la nécessité d'interopérer les systèmes entre eux, que les systèmes se parlent, éviter de ressaisir des informations et surtout de garantir la sécurité des informations. On parle également de conformité réglementaire et de cybersécurité. Là aussi, la presse et la vie quotidienne nous le montrent, c'est particulièrement important. Les données de santé sont particulièrement importantes et la santé numérique pour faire progresser la recherche médicale. Il y a quelques années, quand on faisait des études, un projet de recherche, une évaluation prenait plusieurs années. Aujourd'hui, avec les outils que l'on a de traitement des données, avec la quantité des données que l'on a, on est capable de mener des projets dans des temps qui sont extrêmement courts. Donc, on parle plus d'une dizaine d'années, mais de semaines pour ne pas, quand c'est pas plus court. Et un autre point qui est quand même non négligeable, c'est qu'aujourd'hui, la santé numérique, et le professeur Denis mentionnait tout à l'heure, aujourd'hui, on a une pénurie de soignants, on a du mal donc avec à la fois les différentes crises, problèmes de vocation également. Aujourd'hui, c'est aussi une réponse pour maintenir le système en place, c'est-à-dire que l'objectif étant de aussi faciliter la vie des soignants, faciliter le lien avec le patient et de tenir le système et de maintenir la pérennité du système. Donc le numérique en santé a vraiment une ambition forte, et l'un des points, et on le mentionne assez régulièrement, c'est l'objectif d'amener vers la médecine 5P, donc personnalisée, préventive, prédictive, participative, pertinente, globale, intégrative, bientôt j'espère, avec une prise en charge, avec le partage de toutes ces informations, de permettre une véritable prise en charge globale. Donc le numérique en santé répond comme l'un des moyens, parce que ce n'est pas le seul moyen, le digital pour le digital ne sert à rien, et le numérique pour le numérique ne sert à rien. On a toujours nécessairement de l'humain, et c'est vraiment la clé, mais le numérique en santé apparaît comme une solution qui est rapide à mettre en œuvre, qui est visible, qui est économiquement robuste, et qui permet des progrès bien plus efficaces. Donc bien sûr, cette transformation numérique, elle doit se faire au bénéfice de la population et surtout au bénéfice des patients. Donc quand on parle de traitement de la donnée, de réutilisation de la donnée, là encore, c'est avec un objectif de prendre en charge, d'avoir une meilleure prise en charge. Ça a été également évoqué tout à l'heure, le numérique tout seul ne peut pas tout, mais surtout, il faut que cette santé numérique ne vienne pas aggraver une fracture numérique. C'est-à-dire que le président Denis mentionnait 30% de la population qui n'a pas accès à Internet. On a en France aujourd'hui 17% d'électronisme. Et surtout, au-delà des populations les 30% qui n'ont pas accès à Internet, il y a aussi 50% de la population qui n'ont juste pas accès, n'ont pas la connaissance. Quand bien même ils aient accès à Internet, ils n'ont pas la connaissance. Donc il y a vraiment besoin de cet accompagnement. Et il est particulièrement nécessaire. Donc sur la santé en numérique, il y a eu de nombreux plans et de nombreux soutiens qui ont permis, notamment le volet Ségur numérique, en 2018, de la même façon que le constat a été fait sur le retard de l'IA en santé, a été fait également un constat assez frappant sur le manque de coordination et le fractionnement de la prise en charge en santé, et en l'occurrence,
Donc il y a eu un rapport qui a été accéléré le virage du numérique en santé, donc, qui a été rendu par Dominique Pont et Anne-Laure Bourri. Et le constat était effectivement assez dramatique. Donc, il y a eu un certain nombre de programmes qui ont été lancés, et notamment au travers de la feuille de route du numérique en santé, le virage numérique en santé, qui a eu pour objectif de financer une trentaine de projets, avec un financement associé, parce que c'était vraiment la première fois où vraiment le numérique apparaissait comme un véritable soutien, un véritable enjeu, et donc avec un soutien financier, donc au départ qui était identifié de 650 millions d'euros pour accélérer le numérique en santé. Il a été porté, on est à la 3e année, et ce budget a été porté à 2,7 millions pour le développement, 2,7 milliards de financement pour le numérique en santé. Et effectivement, entre 2018, 2019 et aujourd'hui, la pandémie est venue et a un peu secoué les programmes, et pour autant, au bout de ces 3 ans, il y a eu une véritable accélération. Marche forcée et programme conjoint fait qu'on a fait une avancée, et on tend à dire que le numérique en santé a progressé quasiment de 10 ans en 15 mois. On parlait de milliers d'applications qui se sont créées, il y a énormément de mouvements, mais c'est aussi ce qui fait que c'est devenu une réalité. Aujourd'hui, on est patient, le patient est dans le cadre de sa prise en charge, a des outils qui lui permettent de suivre et de ne pas juste subir le message top-down, on va dire, des médecins qui leur dictent la conduite. Voilà. Donc de plus en plus, le patient est rendu acteur. D'une manière générale, cette feuille de route et donc le bilan a été fait au bout de 3 ans. Il y a eu de nombreuses avancées. On est encore loin d'avoir tout fini, mais notamment la plus récente est celle dont tout le monde a entendu parler, c'est l'espace santé, où on peut voir notre parcours, on peut charger également nos données. Il y a encore bien d'autres projets qui sont dans les tuyaux. Donc d'une manière générale, et pour clôturer sur le Ségur, l'un des enjeux les plus importants du numérique, c'est vraiment de faciliter le partage des données médicales afin d'améliorer la recherche, à la fois pour améliorer la recherche, mais aussi dans le quotidien pour mieux prendre en charge les patients. Et tout ça n'est vrai qu'à une condition, c'est qu'on assure la protection optimale des données de santé. C'est l'un des points clés, et j'insiste parce que les données de santé sont des données sensibles et sont des données qui sont sécurisées. On a en France une réglementation, en France et en Europe, une réglementation qui est très verrouillée, enfin pas verrouillée, qui est très protectrice des données de santé et qui permet une excellente confiance des utilisateurs pour des patients pour mettre à profit les données. Alors je reviens sur l'enjeu des données de santé et le pourquoi des données de santé et pourquoi les analyses en vie réelle et pourquoi ces données permettent de faire avancer la science. On a parlé tout à l'heure du suivi, du télésuivi de patients et une meilleure prise en charge. Autant-Meunier a parlé également d'analyse et de recherche clinique. Et on a l'impression régulièrement que c'est l'utilisation des données de santé, c'est très 21e siècle et qu'on découvre ça et que tout le monde s'engouffre. Pour la petite histoire, les premières études sur les données de santé en vie réelle datent de 1948. Dans le Massachusetts, Framingham, une ville qui était rattachée, qui était proche de la Harvard Business School, a décidé, donc il y a un peu plus de quasiment 75 ans, de faire une étude en vie réelle sur l'ensemble des données de la population. Et il continue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en est à la 3e génération de patients qui sont suivis en vie réelle. Et l'utilisation et le suivi de ces patients en vie réelle a permis de faire un pas énorme dans l'avancée de la science en termes de protocole. Ça a tout simplement permis de découvrir la notion de facteur de risque. Donc c'est vraiment des points qui sont très importants. Quand on parle de données de santé et de traiter des données de santé, il
c'est évidemment, on ne peut pas récupérer toutes les données. Les données nécessitent une gouvernance de la donnée, ça nécessite des cohortes, ça nécessite des données qui sont saines, qui sont propres. Tout ne peut pas être utilisé, tout ne peut pas servir à faire de la recherche ou à faire de la recherche. Mais d'une manière générale, en fait, la structuration et les outils que l'on a aujourd'hui permettent vraiment de booster le suivi des données et les données de santé en vie réelle, notamment au travers des croisements. On l'a mentionné également, parce que du coup, on a pas mal de redondance sur nos propos, mais au travers des croisements avec les données du SNDS, donc avec les bases Mesmera, le PMSI que vous avez mentionné tout à l'heure. Et par ailleurs, de plus en plus de numérisation, et notamment depuis une quinzaine d'années, la numérisation des données, des dossiers médicaux qui permettent vraiment, qui ouvrent la voie à l'utilisation et la réutilisation des données et le croisement. Donc d'une manière générale, l'évaluation et l'analyse des données de santé en vie réelle permettent de mieux appréhender l'usage, d'appréhender l'efficacité, la tolérance de traitement et de réagir beaucoup plus vite par rapport à des données qu'on avait avant en rétrospectif où on était dépendant du patient qui, quelques semaines ou quelques mois après, venait informer sur les effets secondaires, sur les remontées d'informations. Donc, juste pour clôturer, on a deux types de données, et c'est vraiment important de les avoir en tête. Aujourd'hui, quand on parle d'évaluation, de traitement en vie réelle, de suivi, il y a deux types de données. On a des données que l'on appelle primaires. Les données sont utilisées pour une étude propre. Les données sont recueillies auprès d'une cohorte pour faire une étude clinique. Et on peut utiliser également, donc, au travers de ces croisements, les données secondaires, ce qui permet d'avoir une meilleure information et une prise en charge globale et beaucoup plus globale. Donc avec des données secondaires qui sont des données qui ont déjà été collectées dans d'autres cas, qui sont des données saines, qui sont des données propres, mais qui permettent de faire des études de corrélation, qui permettent d'avoir des vues beaucoup plus larges. Quand on étudie sur une cohorte des traitements pour un patient diabétique, on prend une tranche d'âge avec une pathologie particulière et on fait l'étude clinique, l'utilisation de données beaucoup plus larges permet d'avoir une vue, là encore, beaucoup plus large et beaucoup plus pertinente sur les données. D'une manière générale, et je crois que je vais m'arrêter là, sur les données, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a absolument besoin de toutes ces données pour pouvoir faire avancer la médecine, la recherche. Mais le point principal, et vous l'avez mentionné très très bien, c'est le point de travailler, de mettre en confiance les patients, en transparence, que les patients sachent ce que l'on fait de leurs données, avec des consentements, avec de l'hébergement de données de santé, donc des niveaux d'hébergement et de stockage des données de santé qui sont très réglementés. On a également, au travers des réglementations, la CNIL, le RGPD bien évidemment, et ensuite des traitements sur les données d'anonymisation, de pseudonymisation, qui permettent de travailler dans un cadre qui est sécurisé, souverain, éthique et en conformité avec la réglementation. Alors on va prendre une question. Voilà, attendez, je viens à vous. Bonjour, c'est une question qui s'adresse au docteur Axel. Vous avez évoqué la question de la direction citoyenne, mais vous n'avez pas donné d'informations. Donc j'aimerais savoir en fait une particulier. Quel contrôle a-t-il sur ces données de santé? Quelle maîtrise il peut avoir et comment peut-il bénéficier du droit à l'oubli? Merci beaucoup pour votre question qui est essentielle et notre direction citoyenne justement cherche en fait savoir ça. Alors c'est pas nous qui avons défini les règles, c'était déjà
déjà la loi informatique et liberté il y a très longtemps et ça a été repris dans le règlement de la protection des données européen qu'on applique en France. Le patient, enfin l'usager, le patient a tous les droits. Il a le droit de demander l'effacement de données d'une base. Il a le droit de demander un accès aux données d'une base pour savoir dans une base de données quelles données sont collectées le concernant. Le patient a vraiment tous les droits, c'est défini dans la loi et c'est vraiment appliqué en pratique. Et c'est pour ça que les structures qui sont responsables de données, une équipe INSERM qui gère une cohorte, l'assurance maladie qui gère les données du CNRAM, un hôpital qui gère les données de contrôle de données de santé, dispose, d'abord, sa base est autorisée par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et liberté demande à chaque structure qui stocke, qui archive des données individuelles des patients que la base soit déclarée, autorisée, et chaque structure doit avoir un délégué à la protection des données. Et chaque structure doit faire savoir, c'est justement là que nous, le SADA, on travaille avec les établissements, les structures pour que ça soit plus lisible, mais en contactant le DPO, le délégué à la protection des données, l'usager peut faire valoir ses droits, jusqu'à la suppression des données le concernant d'une ou plusieurs bases de données. Merci. Merci à vous. Alors, on va encore vous remercier et vous applaudir.